Annie Vote, procuration François Lucena. Michel Ferré. Pascal Comte-Dumas, procuration Michel Ferré. Jérôme Garcia, procuration Alain Sartori. Martine Maréchal, Alain-Manuel Lambert, Alain Chatillon, Thierry Fred, Valérie Mougard, présente, Patricia Ducenti, absente, Ghislaine Delprat, absente, Brigitte Burson-Breyer, procuration Michel Ferré, Christelle Fèvre, procuration Alain-Manuel Lambert, Jean-Louis Clausel, absent, Alain Sartori, présent, je l'ai vu, Catherine Février, présente, Olivier Picard, présent, Thierry Clavel, présent, Frédéric Galigné, présent, Uvaldo Polvoreda, Patricia Ducenti, présente, ok, Charlotte Toussaint, présente, Marie Argence, présente, Caroline Combe, présente, Rémi de Ronlou, procuration Alain-Manuel Lambert, Robert Clairon, présent, Martine Freeman, absente. Encore Métatin, voilà, merci. On peut donc attaquer. Merci à vous, j'espère que vous n'êtes pas trop serré. N'hésitez pas à prendre toute distance que vous pouvez par rapport à ça. Et bien évidemment, merci de respecter les gestes barrières et le maximum de distanciation. Premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la précédente réunion. Y a-t-il des remarques ou des questions ou des demandes de modification sur ce procès-verbal ? Non. Oui, c'est bon. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il nous faut un secrétaire de séance. Oh, je vois bien Alain Sartori se présenter comme secrétaire de séance. Je sentais ton envie, donc je l'ai vu dans tes yeux et sous ton masque. Donc, si tu veux bien être notre secrétaire, merci à toi, Alain. Premier point à l'ordre du jour, et ça sera pour les 6 premiers points. Martine, tu vas enchaîner concernant la partie finance et les modifications de règles comptables. Tu as la parole. Oui, bonsoir à vous tous. Donc, tout d'abord, on va vous demander d'approuver une décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2021 du budget principal de la commune. En fait, donc, cela fait suite à une reprise sur une provision du compte épargne-temps dont je vais vous parler juste après, dans une autre décision. Donc, cette reprise est de 57 100 € et on propose de l'affecter pour ce budget toujours 2021 à la rémunération des salariés titulaires pour 47 100 € et à d'autres charges exceptionnelles pour 10 000 €. Également, il y a des recalculs d'amortissement, d'où des opérations d'ordre entre la section d'investissement et de fonctionnement pour la somme de 52 620 €. Voilà, je vous demande d'approuver cette décision modificative numéro 2 du budget général de la commune. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je continue donc avec ce que je vous ai annoncé, la reprise sur une provision comptable pour les comptes épargne-temps qu'on appelle CET. Par délibération du 29 mars 2021, nous avons approuvé une somme de 95 600 € en vue de financer les jours cumulés au sein du compte épargne-temps des agents de la ville de Revel. Il s'avère que seuls les jours épargnés au-delà de 15 jours peuvent être ainsi monétisés. Et de ce fait, la provision constituée aurait dû s'élever à seulement 28 500 €. Donc nous allons l'abaisser, mais nous allons, puisque nous sommes en 2021, l'actualiser et y rajouter 10 000 €. Pour résumer, donc, nous avions une provision de 95 600 € donc, votée en mars. Nous la diminuons de 28 500 € et nous l'augmentons de 10 000 €. Donc elle passera à 38 500 €. La différence donc de 57 100 € entre mars et aujourd'hui, nous vous demandons de la reprendre dans les comptes de la commune. Et cette reprise sera inscrite à l'article nécessaire donc de la comptabilité. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Donc, je continue. Autorisation d'ouverture de crédit d'investissement pour l'exercice 2022. Nous envisageons de voter le budget primitif 2022 au premier trimestre de cette année-là, certainement vers le mois de mars, comme on l'a fait cette année. Et de ce fait, au titre de 2022, les dépenses d'investissement ne peuvent être engagées tant que le budget primitif n'aura pas été adopté. Or, le remboursement en capital de la dette qui, lui, peut être engagé. Afin de pouvoir engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget, donc à la fin certainement du premier trimestre 2022, nous vous proposons, dans la limite du quart des crédits inscrits l'année précédente, d'autoriser à engager ces crédits. À l'issue de l'exercice 2021, cela permettra également de procéder au paiement des factures qui seront des restes à réaliser de 2021 et qui arriveront donc à payer début 2022 avant le vote du budget. Le montant total des crédits inscrits au budget 2021 était de 6 269 735 €. Il conviendrait d'ouvrir les crédits suivants pour un montant global de 1 450 000 €, donc inférieur au quart du chiffre que je viens de vous donner. Et nous les affectons aux lignes dépôt et cautionnement pour 2 500 €, immobilisation corporelle 77 000 €, subvention d'équipement 70 000 €, immobilisation corporelle 600 500 €, immobilisation en cours 700 000 €. Je vous propose d'autoriser les dépenses d'investissement que je viens de vous indiquer dans l'attente de l'adoption du budget primitif pour 2022. Et ces dépenses seront bien sûr retranscrites dans le budget 2022. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je continue. Toujours. Expérimentation du compte financier unique au titre de 2022. L'article 242 de la loi de finances pour 2019 offre la possibilité de créer un compte financier unique. Ce compte financier regroupe le compte administratif de l'ordonnateur, c'est-à-dire tenu par les services de la mairie, et le compte de gestion du trésorier public. Ces comptes étant en définitive tenus en double et doivent avoir un équilibre exact en fin d'année. Mais donc, avec cette loi de finances, nous pouvons procéder au compte financier unique, donc la mairie et le trésorier. La commune de Revel s'est portée candidate pour expérimenter le compte financier unique au titre de l'exercice budgétaire 2022, vague 2 de l'expérimentation. Cela donc nécessite l'application d'un nouveau référentiel budgétaire et comptable qui s'appelle M57, qui est donc à la place du M14 utilisé aujourd'hui, référentiel comptable. Cela oblige à la transmission électronique des documents budgétaires et à la conclusion d'une convention avec l'État. Donc, tout d'abord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention entre la ville de Revel et l'État qui porte sur cette expérimentation du compte financier unique à partir de l'exercice budgétaire 2022. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, dans le même cadre, on va demander l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022, qui est la suite donc de l'adoption de ce compte financier unique. Donc aujourd'hui, nous sommes en norme M14 en 2022, donc nous proposons de passer dans le budget de norme M57. Ce budget peut être présenté par nature, comme aujourd'hui on le fait, et on l'a fait pour 2021, soit par fonction. Le référentiel M57 permet aussi à l'organe délibérant la possibilité de procéder dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à des mouvements de crédit de chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements ne feront donc pas lieu de décision modificative, mais feront l'objet d'une communication au conseil municipal le plus proche qui suivra. Pour information, ce référentiel M57 va être généralisé à l'ensemble des collectivités territoriales au 1er janvier 2024. Donc c'est une avance sur cette généralisation.
Je vous propose d'approuver la mise en place de la nomenclature M57 pour le budget principal de la ville de Revel à compter du 1er janvier 2022, de conserver un vote par nature, comme aujourd'hui, et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2022, et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, mais dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces nécessaires. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, dans le cadre de la mise en place de cette norme M57, nous devons déterminer la cadence d'amortissement des biens qui va suivre, mais qui seront pratiquement dans les mêmes durées qu'aujourd'hui. Donc, cet amortissement, qui est une technique qui permet de constater forfaitairement la dépréciation des biens et qui permet de dégager des ressources pour les renouveler. Dans le cadre de la comptabilité M57, nous devons donc procéder à l'amortissement des actifs immobilisés, sauf les œuvres d'art, les aménagements de terrain ou les immeubles non productifs de revenus. Les durées d'amortissement des immobilisations sont librement fixées par le conseil municipal et je vais vous les préciser, mais elles sont, je vais dire, fixées ou du moins prises en compte selon des normes d'usage. Et jusqu'à présent, les amortissements étaient calculés en année pleine, l'année qui suivait leur acquisition. Or, cette nomenclature M57 exige que l'amortissement démarre l'année de l'acquisition du bien avec un prorata temporis. Donc, il y aura un peu plus d'amortissement que dans la M14 à partir du 1er janvier 2022. Et les biens de faible valeur ou les subventions d'équipement également de faible valeur peuvent, elles, avoir un régime dérogatoire et être amortis sur une annuité, la première année en fait, de l'exercice qui suit leur acquisition. Je vais vous donner quelques durées habituelles donc, de ces immobilisations. Les immobilisations incorporelles, qui sont les frais d'études et les subventions, elles sont amorties entre 1 an et 40 ans. En fait, c'est selon l'objet auquel elles ont servi. Soit c'est des frais d'études purs, soit c'est des biens immobiliers, par exemple, pour des études ou des subventions. Donc la durée, qui est une durée d'usage, est assez large. Les immobilisations corporelles, qui sont des immobilisations physiques, également, leur durée d'amortissement est par exemple d'1 an pour le petit matériel, à 5 ans pour le matériel informatique et les véhicules. Cela va pour des matériels plus importants, matériel d'incendie ou technique, à 10 ans par exemple. Les immeubles de rapport sont amortis sur 30 ans, les installations générales sur 20 ans. Voilà, et les plantations d'arbres sur 15 ans. Ce sont les durées d'usage. Donc, je vous propose, à compter du 1er janvier 2022, de fixer les durées d'amortissement pour les catégories de biens du patrimoine communal, comme je viens de vous l'indiquer, de calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation de façon linéaire au prorata temporis la première année, d'aménager cette règle du prorata temporis pour les subventions d'équipement versées d'un montant inférieur à 3 000 € et pour les biens de faible valeur dont le coût unitaire est inférieur à 1 000 €. Dans ce dernier cas, les subventions et biens seront amortis sur une annuité unique, l'exercice suivant leur versement ou acquisition. Avez-vous des questions? Non, vous n'avez rien compris. Tu ne m'as pas entendu ou... Il s'agit d'amortissement comptable. On constate une dépréciation. Oui. Micro. En fait, ça permet de lisser et de préparer le remplacement de ces biens. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle une charge calculée, qu'on ne décaisse pas. À la fin de l'histoire, on n'est ni plus riche ni plus pauvre, mais on constate au fur et à mesure du déroulement des années que notre bien se déprécie parce qu'il vieillit tout simplement. C'est ça le principe de l'amortissement. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Charlotte ? On va dire oui. Bon, mais je t'invite à la prochaine commission finance et on fera un petit bout d'amortissement. Dans toutes ces règles,
ne nous rendront pas plus riches, mais permettre de mieux illustrer et de mieux refléter surtout la valeur de notre actif, puisque pour le moment, quand on n'amortissait pas, on gardait à vitam aeternam la même valeur, alors qu'au fur et à mesure, le bien perdait de sa valeur, ce qu'on constate tous et chacun. Ce sont des règles de prudence, en définitive. D'autres questions sur ce thème-là, avant d'approuver cette détermination de cadence? En fait, exactement, et en 2022. Exactement, et on fait partie. Alors on se rapproche de la vraie comptabilité, comme j'ai coutume de le dire, c'est-à-dire la comptabilité privée qui rend plus lisibles les éléments. Et en fait, on est choisi comme commune, entre guillemets, un peu pilote pour cette expérimentation. Et voilà, on peut le faire à notre rythme et un petit peu en avance. Et c'est ce qu'on fait par rapport à ces éléments-là. Ce qui prouve que nos comptes sont bien tenus, puisque l'administration est tout à fait d'accord pour qu'on suive ces expérimentations. Voilà, d'autres questions? Alors, je vais vous demander qui est contre ce mode d'amortissement, qui s'abstient. Merci. Donc, bien évidemment, on ne sera pas plus riche, c'est juste des règles comptables. Merci beaucoup, Martine. Le point suivant, c'est la sécurisation des espaces publics, et c'est François qui nous le présente. Dans le cadre de la sécurité des accès aux groupes scolaires au G-Sudre et de la prévention de la délinquance sur plusieurs espaces publics, dont le collège lycée Vincent Auriol, un programme d'investissement a été élaboré pour l'année 2022. Il s'agit en particulier de l'installation de bornes escamotables rue Roger-Montpezat, interdisant la circulation des véhicules au droit de l'accès du groupe scolaire, l'installation de caméras de vidéoprotection au collège-lycée Vincent Auriol, l'installation de caméras de vidéoprotection sur plusieurs espaces publics, à savoir le square de la Poste, le square Roquefort, le square Gabold, l'espace Jeune et à Coffinal. Ce programme permet de répondre en partie aux mesures de sécurité édictées par le ministère de l'Éducation nationale concernant les abords des établissements scolaires. Le plan de financement prévisionnel de l'opération sera le suivant. Je vous laisse lire les chiffres. Pour un total TTC en dépenses donc de 193 847,23 € et en recettes un montant identique. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le programme de sécurisation des espaces publics et des établissements scolaires, d'approuver le plan de financement pour un coût prévisionnel d'opération de 161 539,36 € hors taxe, d'autoriser M. le maire à solliciter l'État pour une subvention au taux maximum. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. Qui est contre? Y a-t-il des questions avant? Oui, Charlotte. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge, je pense. Si, il marche, là, je vois la lumière. En fait, j'ai une question parce que c'est concernant les abords des établissements scolaires, mais il y a des installations qui vont se faire dans des lieux qui ne sont pas proches d'établissements scolaires, comme le square de la Poste ou le square Gabold. Qui font partie, alors le square Gabold, pour prendre celui-là, c'est dans le cheminement direct du lycée et du collège-lycée, puisqu'on veut sécuriser depuis le boulevard, en clair, en traversant par rapport à ça. Et on veut en particulier aussi sécuriser d'autres endroits où des élèves ou des étudiants se retrouvent soit pour déjeuner en période propice pour ces déjeuners, et en particulier il y a aussi coût final par rapport à l'école, etc., qui nous permettent de mieux avoir de la prévention dans ces éléments-là et surtout agir en cas de problématique. Donc on sait qu'on a un vrai point, mais je pense que c'est un point que vous voulez soulever, Robert, un peu plus tard, donc on ne va pas l'attaquer là, ou on peut l'attaquer là, sur la problématique du deal, etc. Avoir une vue sur ces éléments-là, et on s'aperçoit que quand les endroits de passage comme ça sont sous protection, sous vidéoprotection, ça permet, même si ça les pousse un peu plus loin, c'est toujours la problématique, mais au moins ça sécurise ces éléments-là où on retrouve notre jeunesse, entre guillemets. Donc c'est ça l'objet.
Oui, c'était l'objet de... Non, enfin, c'est une des éléments, mais allez-y, voilà. Robert. Effectivement, oui, c'est sur coup final, il y a eu des remontées, comme quoi il y avait du deal, notamment. Et c'est vrai que c'est externalisé au centre, mais le problème est existant tout de même. La réponse qui a été fournie par la gendarmerie, on me laisse un peu... Alors, si j'avais autorité sur la gendarmerie, vous m'en verriez ravi. Oui. Vous savez que la première fois où juste après mon élection, j'ai rencontré les responsables de la gendarmerie, et pas uniquement Aubelois, et il m'a été répondu à une question: la lutte contre le deal n'est pas une priorité à Revel. Nous étions avec François ce jour-là, et la chef de la police municipale. Nous avons failli tomber de notre chaise. Parce qu'effectivement, on identifie correctement les lieux, on sait à peu près où c'est. Et effectivement, est-ce que les effectifs de gendarmerie sont suffisants pour arriver à lutter contre ce que j'appelle le fléau, parce que qui dit deal, après, enclenche beaucoup d'incivilités qui vont derrière. C'est une vraie problématique. Donc, on nous avait promis, il y a 1 an, à monsieur le sénateur et moi-même, qu'il y aurait un plan gendarmerie qui serait revu. En particulier, vous savez que notre brigade de gendarmerie couvre à la fois un secteur qui va de Revel à Caraman, avec 20 effectifs. Et quand ils sont sur Caraman, il est difficile d'être sur Revel, et inversement par ailleurs. Donc, ce qu'on nous avait susurré, je vais dire ça comme ça, ou promis, c'était de regrouper et de réduire le territoire uniquement sur Revel et de mettre des effectifs supplémentaires. On m'a dit il faut attendre les sénatoriales, parce que vous comprenez bien que on ne peut pas. Bon, les sénatoriales, c'est plus d'1 an. On n'a pas d'ailleurs soufflé le gâteau d'anniversaire Alain. Donc il y a 1 an que c'est passé. Après, ce plan s'est heurté à un plan plus général de passage de gendarmerie à police nationale sur la ceinture toulousaine, avec les villes de Balma, Saint-Orens, etc. Je ne détaille pas toutes, qui fait que ça a un peu gelé ce fameux plan, et ça s'est heurté après des problèmes budgétaires. Ensuite, le général Play, qui était en poste, vient de partir vers d'autres destinations, a été remplacé. Il est prévu que je refasse un deuxième courrier par rapport à un premier courrier à son successeur pour lui rappeler les engagements qui avaient été pris à l'époque. Maintenant, on a eu un trou d'effectifs à la brigade de gendarmerie de Revel. Elle est depuis le début septembre, mi-septembre, au complet. Ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal d'années. Et effectivement, avec les congés, les rotations, les missions à l'extérieur, c'était compliqué. Donc on a un vrai point d'arrivée de couverture. Donc avec leurs moyens, et je peux vous assurer qu'on est en contact très régulier, et justement les éléments de vidéoprotection sont très souvent utilisés a posteriori à la demande de la gendarmerie, suivant bien évidemment la réglementation qui est en vigueur, pour essayer d'identifier, essayer d'arriver. On a résolu quelques affaires grâce à cette vidéoprotection, et je pense que c'est un élément important. Maintenant, dire que c'est suffisant, certainement pas. Qu'on réglera tous les problèmes, certainement pas. Qui sont dans un problème très large. Et effectivement, on a vu pas mal d'incivilités, à Coufinal en particulier cet été, de dégradation de biens publics, de bruit nocturne. Enfin, il y a eu tout un tas d'incivilités. Lors de notre réunion de concertation, de rencontre de la population, il y a 15 jours, 3 semaines, on a évoqué ce problème-là. Le prochain point est un des éléments de réponse qui est à l'ordre du jour. C'est un bout, ça n'arrivera pas. Mais malheureusement, les effectifs de gendarmerie sont ceux qu'ils sont. On est en train de réfléchir aux effectifs de la police municipale, mais on sait que les effectifs de police municipale sont une police de prévention et pas de répression. Donc oui, il faut discuter, et j'ai pas de baguette magique pour régler tous ces problèmes-là.
Non, entendu. L'essentiel, c'est que ça soit pris en compte. Puis, Oui. Mais faire le mieux, ce serait qu'on arrive à le régler. Ce serait qu'on arrive à le régler. Donc, on va repartir à l'assaut. Et là, je dois dire que le sénateur m'aide bien. Les nouvelles instructions reçues ou données par l'État au préfet de Haute-Garonne l'engage un peu plus de regard sur cette partie de ruralité. Et effectivement, en dehors de la couronne toulousaine, il y a aussi de la ruralité qu'il faut protéger. C'est un vrai point. Donc, la vidéoprotection, pour revenir à Charlotte, est un des éléments qui nous permet d'élucider quelques affaires de temps à autre. Voilà. D'autres questions sur ce point? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Point suivant, parlons d'un peu positif, et qui est aussi un des éléments, c'est création d'une aire multisport à coût final, pour partir sur le volet prévention plus que répression sur ce côté-là. Alors, je vous demande d'approuver la création d'une aire multisport à coût final et les demandes de subvention. Le hameau de Caufinal constitue une zone urbaine regroupant 600 habitants environ. Dans le cadre des investissements envisagés à Caufinal et à la suite des échanges qui ont eu lieu avec la population, il a été établi un programme pour la création d'une aire multisport à l'arrière du foyer et à proximité de l'école. Bon, je vous laisse le soin de lire le plan de financement que vous détenez. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le programme de création d'une aire multisport à Caufinal, d'approuver le plan de financement pour un coût prévisionnel d'opération de 83 600 € hors taxe, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'État et la région Occitanie pour une subvention au taux maximum. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Alors, lors de notre concertation à Caufinal, on a parlé en particulier avec les riverains immédiats de ce City Park, de l'ère actuelle de jeu, pour essayer de trouver le meilleur positionnement possible afin de limiter les nuisances existantes aujourd'hui. Oui, on a rencontré les jeunes de l'école, on a également confié au directeur de l'école de Caufinal de participer à cette réflexion-là. Et il s'est avéré qu'il y avait une demande vraiment très importante pour qu'on sécurise ce lieu-là, pour sécuriser, je dirais, les jeunes et les grands ados qui jouent sur cet espace-là, et pour justement éviter qu'il y ait certaines nuisances pour les habitats qui sont à proximité. Voilà. Des questions sur ce point-là? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais prendre le point suivant à l'ensemble d'Annie qui se remet de son opération. Et il s'agit de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et d'une signature de la convention pour le versement de subventions. Alors, pour faire simple, dans le cadre du plan de relance, il y avait un appel à projet sur ce socle numérique. Dans une première phase, notre dossier n'avait pas été retenu. Grâce à l'intervention de notre sénateur favori, on est revenu dans la boucle et on a eu une subvention qui nous a été notifiée de 50 670 € par rapport à un montant de dépenses de 72 900. Donc je vous propose de signer et de m'autoriser plus exactement à signer la convention pour le financement qui représente à peu près 70% de ces dépenses d'ordinateurs, d'écrans, etc., pour les écoles. Et c'est un des montants les plus importants qui ont été accordés, pas uniquement en Haute-Garonne, et c'était une des justifications sur laquelle notre sénateur est intervenu pour dire, même si c'est important, on est rural, ne nous oubliez pas. Donc voilà. Donc si vous m'autorisez à signer cette convention, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Point suivant à l'ordre du jour, c'est toujours Alain, et qui va nous parler d'un partenariat avec le tennis club. Alors, je vous demande d'approuver une convention de partenariat entre la commune et l'association Tennis Club de Revel dans le cadre du dispositif Sport Santé. La commune de Revel s'est engagée dans le programme Sport Santé
Donc, l'objectif est de maintenir et d'améliorer la santé de tous par la pratique d'une activité physique adaptée en luttant contre la sédentarité. Une structure passerelle a été mise en place et permet d'offrir aux patients, pour qui le sport sera bénéfique en termes de santé, un accès gratuit à un cycle de 8 à 12 séances d'évaluation et de remise en forme par un coach spécialisé. Les patients poursuivent ensuite leur programme en étant redirigés vers des associations. Le Tennis Club de Revel-Saint-Ferriol fait partie des associations qui accueillent les patients à l'issue des séances de coaching. Dans le cadre du fonctionnement de la structure passerelle, une demande de subvention de 15 000 € a été attribuée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le fonctionnement de la structure au titre de l'année 2021. Cette structure étant municipale, le Tennis Club de Revel-Saint-Ferriol reversera cette subvention à la commune par le biais d'une convention. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le projet de convention à intervenir avec le Tennis Club, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention, ainsi que tout document en relation avec cette affaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Alors là, ça va être la séance un peu monologue sur ces éléments qui concernent des points néanmoins importants, avec un premier qui est la mise à jour du tableau des effectifs titulaires. Vous savez que quand on recrute, on ouvre des postes sur plusieurs grades, sur plusieurs échelons, pour, en fonction des candidatures, ne pas être bloqué au moment du recrutement. Arrivé à la fin de l'année, en fonction des avancements, des recrutements, des grades, on ferme ces postes qui sont devenus sans objet. Donc, dans ce cadre-là, on vous propose de fermer 16 postes qui sont, entre guillemets, des postes virtuels, et de créer 3 nouveaux postes. Alors je vous le rassure, dans ces 3 créations, 2 postes sont déjà existants, puisque c'est le directeur du projet Action Cœur de Ville, Léa Giraud, pour l'appeler, qui permet dans son évolution de carrière de pouvoir continuer, sachant en plus que le dispositif Action Cœur de Ville a été prolongé de 2 années supplémentaires, ce qui nous donne encore plus de visibilité. Un poste de brigadier chef qui est en fait un remplacement qui est déjà effectif puisqu'il est parti sur la métropole. Et par contre là c'est une vraie création de poste sur un poste d'ingénieur voirie réseau qui nous manque au niveau des services techniques pour pouvoir mieux suivre toutes ces affaires-là et sur lequel on était en recherche depuis quelques mois. Sachant que le poste de directeur des services techniques est toujours en recherche. Donc celui-là, il est ouvert, bien sûr, mais on a peu de candidatures qui correspondent à notre souhait de recrutement. Juste en termes d'information, en termes d'effectifs équivalents temps plein, c'est-à-dire, vous savez qu'en particulier sur les écoles, sur les accueils en dehors des temps scolaires, on a beaucoup de temps partiel, qui est un vrai point. Nos effectifs étaient en décembre 2020 de 119,7. Ils sont en fin novembre 2021 à 120,5. Donc vous voyez qu'on est à peu près stable en nombre d'équivalents temps plein. En nombre d'agents, on est plus près de 160 personnes, puisqu'il y a quand même pas mal de temps partiel liés en grande partie aux temps scolaires qui sont malheureusement découpés. On a besoin de X personnes au même moment et on essaye chaque fois qu'on le peut de regrouper pour élargir le nombre d'heures, ce qui n'est pas toujours facile. Donc je vous demande d'approuver la suppression des emplois, d'approuver la création des nouveaux, d'approuver le nouveau tableau des effectifs et de m'autoriser à constater les besoins concernés, à signer les arrêtés à venir. Des questions? Qui est pour? Merci. On va changer un petit peu, autrement on s'ennuie. Alors surtout que je vais vous parler pendant un long moment, donc si je ne vous mets pas un peu de piège, je vais vous perdre. Le deuxième, le point suivant, c'est l'adaptation du temps de travail, des cycles de travail au sein de la collectivité. Vous savez que la loi impose désormais 1607 heures de travail. Lors des précédentes discussions, en particulier en 2018, on était arrivé à
1600 heures, pardon, et il y avait un jour qui était en fait les 7 heures de solidarité qui restaient toujours en balance. Nous avons ouvert le dialogue social avec nos agents et nous sommes arrivés au compromis suivant qui est d'augmenter la durée journalière de temps de travail de 2 minutes, ce qui, sur le nombre de jours total, correspondra aux 7 heures. Donc cet accord-là a été validé en comité technique le 5 novembre et nous permet de rentrer dans la légalité sans problématique particulière. Des questions? Donc qui est pour? Non, je regarde que tout le monde lève la main. Y a-t-il quelqu'un qui s'abstient? Non, ok, contre, non plus. Donc non, mais c'est là où je perds en mélangeant. Alors, là aussi, un gros point qui est la modification du régime indemnitaire. Donc j'ai décidé de vous lire les 10 pages de la... Non. Donc je vais essayer de vous résumer ça. Alors nous parlons là du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle pour les initiés RIFSEP. En fait, ce RIFSEP est découpé en deux. Il y a une partie fixe qui est mensuelle et une partie variable, le CIA, complément indemnitaire annuel. On a mis en place ce régime indemnitaire le 1er janvier 2018. Ça a été quelque chose de long, de compliqué à l'époque. Et on avait prévu une clause dite de revoyure, c'est-à-dire de bilan au bout de 4 ans, qui venait à échéance à la fin de cette année. En faisant vivre ce système-là, il s'est avéré qu'on devait faire certains ajustements pour prendre en compte certaines incompatibilités avec des fonctions. Par exemple, les régisseurs ne pouvaient pas rentrer dans ce système-là, donc il fallait bien rentrer nos régisseurs dans le RIFSEP. Il y avait des techniques et des technicités spécifiques qui n'étaient pas reconnues dans notre précédente cotation. Il y avait pas ou peu de valorisation des fonctions transverses, c'est-à-dire quelqu'un qui devait avoir plusieurs métiers ou plusieurs interlocuteurs n'était pas reconnu, et la notion de gestion de projet n'était pas du tout inclus dans ce régime-là. Donc nous sommes rentrés en négociation et nous avons eu un avis favorable du comité technique en date du 5 novembre 2021. En synthèse, si je vous donne 2-3 chiffres complémentaires, on a décidé de revaloriser le régime de base de 120 € annuels pour les salaires les plus bas. L'application de ce nouveau régime conduira à une augmentation de 43 agents, dont 37 de catégorie C, qui sont les catégories les plus basses en salaire. Donc on a vraiment essayé de remonter les salaires et les émoluments des personnes les moins payées. Et en termes d'impact supplémentaire sur le budget, en plus de ce qui avait déjà été fait, qui était à peu près de l'ordre de 60 000 € sous le contrôle de François qui avait négocié ça à l'époque, on a rajouté sur notre budget 25 000 € à partir du 1er janvier 2022. Donc, je vous passe, même vous avez le détail de tout, hein, donc je vous renvoie, sauf si vous avez des questions, pour vous épargner la lecture des 10 pages, mais à votre disposition si vous avez des questions sur les documents qui vous ont été joints. Je dois dire que la discussion avec le comité technique et les agents et les représentants du personnel s'est fait en bonne intelligence et de façon plutôt et même très sereine, et on s'est aligné sur ces positions-là. Et bien évidemment, il y aura une clause de revoyure à la fin de la période de 4 ans aussi. Y a-t-il des questions? Voilà, si vous voulez que je rentre dans plus de détails, à votre disposition, mais vous avez, je pense, tous les détails sur votre table. Et c'est assez précis, et cette décision était importante d'être bien précise, parce que c'est ça qui servira de table de la loi avec nos agents. Des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour vous.
toujours moi, et vraiment désolé de monopoliser le temps de parole. Ce point-là, c'est relatif à une instauration de l'indemnité forfaitaire en cas de fonction essentiellement itinérante. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que jusqu'à présent, les agents qui prenaient leur véhicule personnel pour aller d'un site municipal à un autre site municipal, en particulier pour les agents d'entretien, qui venaient par exemple le matin à la mairie, à l'hôtel de ville, à 7h, puis aller à l'école à 7h30, ils prenaient leur véhicule personnel et on ne les indemnisait pas de l'essence pour ce déplacement d'un site à l'autre. Donc là aussi, et pour répondre à la demande de nos agents, il nous a semblé normal de compenser ces déplacements entre guillemets professionnels, et je parle d'un site à l'autre, pour des agents qui en plus généralement sont des agents de catégorie C, c'est-à-dire avec les plus beaux éléments. Là aussi, on s'est mis autour de la table, on a essayé de trouver la meilleure des façons, parce que vous imaginez bien qu'il y a autant de cas particuliers, enfin autant de cas que d'agents et autant de cas particuliers des agents. Donc, ce qu'on a essayé de trouver, c'est un forfait qui tienne compte de la distance, du nombre de déplacements et qui conduit au tableau que vous avez en annexe, qui, en termes de valeur absolue, n'est pas gigantesque, puisque c'est l'ordre de 1 500 € par an, mais qui nous semble normal que ce soit la collectivité qui assume, puisque c'est nous qui demandons aux agents de passer d'un site à l'autre. Là aussi, je ne vous lis pas le détail. Si vous en avez besoin, je vous renvoie à vos documents. Y a-t-il des questions? Donc, qui est pour? Merci de votre unanimité. Toujours en termes sociaux, l'instauration du télétravail. Alors là aussi, je vous le fais léger. Bon, vous savez, et on parle du télétravail, précision importante, en temps normal. On ne parle pas de télétravail en temps de crise sanitaire. On parle de l'instauration d'un télétravail de façon récurrente. Nous avions pris l'engagement de travailler sur cette revendication qui était là depuis quelques mois et dont on m'avait fait part dès mon élection. Et on avait créé un groupe de travail qui s'est mis en place au mois de mars, sur lequel on a demandé aux agents de réfléchir et de nous faire une proposition de ce qui serait important pour eux, quelles seraient les clauses qu'ils voudraient mettre en place pour une telle instauration de télétravail. Pour les éléments principaux à retenir à mon sens, c'est l'accord sur 2 jours de télétravail maximum par semaine. Certaines activités ne peuvent pas être éligibles, et on a défini quelles activités étaient éligibles, quelles ne l'étaient pas. Et en particulier pour les non éligibles, c'est bien évidemment les fonctions d'accueil ou pour lesquelles une présence physique est nécessaire et ne peut pas être évitée. Le lieu de travail sera a priori et de façon récurrente sur le domicile de l'agent. Alors, on a modifié dans le projet, vous verrez qu'on vous demandait une photographie. C'était les agents qui avaient écrit ça dans l'accord. Moi, ça m'a choqué qu'on demande une photographie du lieu ou du poste de télétravail à un agent. Donc, on a trouvé une formulation, parce que je trouvais bizarre, que les agents eux-mêmes se demandent des photos pour dire voilà où je vais télétravailler. Donc, on a remplacé, entre le moment où on vous a envoyé l'ordre du jour et le moment où on a fini les discussions là-dessus, il me semblait un peu anormal qu'on prenne en photo une partie du domicile d'un agent. Donc ceci a été supprimé. Et bien évidemment, on aura comme d'habitude une clause de revoyure au bout d'un an pour faire le bilan de ce qui a marché ou pas. On estime qu'il y aura entre 5 et 10 agents qui pourraient être concernés par ce télétravail. Parce qu'il y a beaucoup de présence physique. Il y a beaucoup de présence physique, c'est pour ça. Des questions là aussi? Oui, Thierry.
Bien sûr, on lui fournit, et en plus, parce qu'il y avait, les agents avaient dit aussi, il faudra vérifier les installations électriques et tout, donc on se voyait envoyer, je trouvais que ça allait loin, donc on va fournir aux agents des prises spécifiques. Hein. François, tu me corriges si je dis une bêtise en termes de dénomination, pour éviter les surtensions, qu'il n'y ait pas de problématique, donc effectivement, et on va demander aux agents une attestation comme quoi ils sont dans des bonnes conditions pour travailler, et ça se fait sous le régime de la confiance entre l'agent et la collectivité, et je ne pense pas que ce soit notre rôle d'aller fliquer entre guillemets, et c'est l'agent qui dit ben oui, je suis en bonne condition pour télétravailler, etc., etc. Donc, mais oui, tous les matériels informatiques, téléphoniques seront mis à disposition des agents qui feront la demande. D'autres questions? Donc, qui est pour? J'ai oublié de vous préciser que ça avait fait l'objet d'un avis favorable en comité technique du 24 novembre. Donc, et on le met en place dès le 1er janvier. Donc, c'est toujours moi, je vais vraiment vous épuiser, puisque Andy n'est pas là, je vais prendre l'autre point d'Andy, qui est la signature d'une convention d'un groupement de commandes pour la réalisation d'un diagnostic territorial dans le cadre de la Convention territoriale globale, dite CTG, qui est en fait en lien avec la CAF. Vous savez que la CAF, enfin vous savez pas, la CAF souhaite avoir une vision globale sur tout le territoire de l'ensemble des aides qu'elle met à disposition des collectivités. Or, pour nous, c'est principalement la jeunesse, entre guillemets, et de l'autre côté, il y a tout ce qui est communauté de communes, qui est petite enfance et enfance. Donc, et les crèches en particulier, l'accueil de loisirs, etc. Donc, ce que souhaite la CAF, c'est qu'au préalable soit réalisé un diagnostic afin du territoire et des différents services pour définir ensemble les orientations politiques des 4 ans à venir. Donc, ce diagnostic, financé à 80% par la CAF, on le lance en faisant un diagnostic bien évidemment commun, communauté de communes et communes. Donc, ce qu'on vous demande là, c'est d'approuver la convention qui nous permette de se regrouper, communauté de communes, pour lancer ce diagnostic. Des questions là aussi? Donc, est-ce que vous... Oui? Non? Est-ce que vous m'autorisez donc à signer la convention avec l'intercommunalité pour lancer ce diagnostic commun, ce qui va conditionner, bien évidemment, les financements de CAF à partir de 2023. Merci. Et je m'arrête de parler pour un petit moment et je passe la parole à François. Adhésion à la procédure d'achat groupé de gaz naturel lancée par l'Union des groupements d'achat public, UGAP. Les marchés de fourniture de gaz naturel pour certains bâtiments communaux conclus avec Engie et dont la procédure de mise en concurrence avait été assurée par l'UGAP arrivent à terme le 30 juin 2022. Dans le cadre du renouvellement de ces marchés, l'UGAP a proposé à la commune l'adhésion à une nouvelle convention. L'intérêt du recours à l'UGAP réside en particulier dans la capacité de cette centrale d'achat à fédérer les besoins d'un grand nombre de personnes publiques et d'obtenir des prix plus compétitifs. La procédure conduite par l'UGAP sera lancée sous forme d'un accord cadre à l'outil dont la publicité sera réalisée au cours du dernier trimestre 2021 avec une période d'exécution allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, soit 3 ans. L'adhésion à la convention donnera mandat à l'UGAP pour la passation de la procédure de mise en concurrence. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose que la commune participe à la procédure d'achat groupé de gaz lancée par l'UGAP, d'approuver la convention d'adhésion entre la commune et l'UGAP, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document en relation avec cet accord cadre. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous. Alain, oui, merci. Des vestiaires du terrain d'honneur. Allez, je vous demande d'approuver la réhabilitation des vestiaires du terrain d'honneur au stade municipal. Donc, un projet de réhabilitation des vestiaires du stade municipal a été engagé dans le but de rénover cet équipement datant des années 1960. Il permettra de gagner en confort pour les utilisateurs et de répondre
aux normes fédérales. Le projet de réhabilitation prévoit la rénovation des vestiaires situés sous les tribunes du terrain d'honneur et la création de nouveaux locaux modulaires d'une surface de 186 m². Les deux ensembles, reliés par une coursive et des circulations assurant un confort d'utilisation et une intégration dans l'espace de qualité, répondant aux normes PMR ainsi qu'aux normes des fédérations de football et de rugby, c'est-à-dire surface des vestiaires, surface des locaux de rangement, vestiaires arbitres, infirmerie et bien entendu les sanitaires. Par un marché notifié en date du 2 octobre 2020, la commune a choisi de confier la réalisation de ce projet au cabinet de maîtrise d'œuvre Cand Architectes, dont les locaux sont situés à Roques-sur-Garonne. Le montant des travaux, qui permettront par ailleurs de traiter les problèmes d'étanchéité de la tribune, s'élève à 850 000 € hors taxes. Je vous laisse le soin de consulter le plan de financement de l'opération que vous détenez. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le projet de réhabilitation des vestiaires du terrain d'honneur au stade municipal en vue du lancement des travaux des marchés de travaux. Monsieur le maire sollicitera une subvention au taux maximum auprès de la région Occitanie. Qui est pour? Enfin, il y a peut-être des questions avant. Ah bah, ça va des questions, oui. Des questions. Donc c'est cher, mais c'est nécessaire cher, parce que depuis 60 ans, maintenant 60 2020, il y avait assez peu, et puis ces vestiaires sont vraiment dans un état plus qu'aux limites, je vais dire ça comme ça. Et je rajouterai on reçoit la semaine prochaine, si je ne m'abuse pas, une société pour voir si on peut couvrir de panneaux photovoltaïques le toit des vestiaires. Enfin, des vestiaires, de la tribune, pardon, des tribunes, excusez-moi. Voilà, exactement. Donc, on va regarder si on ne peut pas mettre des panneaux photos là-dessus. Pardon, Alain. Allez, je vous remercie d'approuver cette réhabilitation qui en a réellement besoin, comme vous le confirme Monsieur le maire. Donc, qui est d'accord? Qui est favorable? Qui s'abstient? Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Toujours dans la catégorie réhabilitation. François, tu prends le point qu'avait Annie. C'est qui? C'est Michel qui l'a? Sur la réhabilitation du groupe scolaire Roger Sudre. Ah, pardon, j'ai sauté le 19. Mais on va faire François d'abord, pour mettre un peu de confusion. François, parle-nous de... C'est le 20, c'est le point 20. Le point 20, réhabilitation du groupe scolaire Roger Sudre, tranche 3, premier étage du bâtiment élémentaire, avenant numéro 1 au marché de travaux. Par deux libérations en date du 20 mai et 30 juin 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les marchés publics de travaux pour le premier étage du bâtiment élémentaire du groupe scolaire Roger Sudre. Les marchés de travaux ont été conclus pour un montant total de l'opération de 623 462,79 € hors taxe, soit 748 155,34 € TTC. Pendant l'exécution des travaux qui ont débuté depuis le mois de juin 2021, il a été nécessaire d'ajuster certaines prestations comme la modification du traitement des façades, le remplacement des radiateurs en fonte par des radiateurs en acier et l'habillage des bâtis supports de toilettes. Au total, l'incidence des modifications des marchés correspond à une plus-value de 12 173,73 € TTC. Les incidences financières pour chaque marché concerné sont détaillées ci-après. Je vous laisse le soin de prendre note du tableau. Le montant total de l'opération s'élève donc à 765 427,88 € TTC. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les avenants numéro 1 au marché relatif aux lots 1, 4, 6, 7, 8 et 10, de charger Monsieur le maire d'exécuter les travaux à intervenir. Y a-t-il des questions? Oui, on en est où en termes de timing, François, par rapport à la fin des travaux? Est-ce qu'on est dans les délais, pas dans les délais? On est dans les délais, ça se passe très bien. Il faut croiser les doigts pour qu'on aille comme ça. Parfait. Voilà. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on va revenir à Michel et parler des marchés de travaux et de requalification du centre-ville. Oui, il s'agit de l'avenant numéro 1 au lot numéro 3 des espaces verts.
Par délibération du 27 octobre et 20 décembre 2017, le conseil municipal avait autorisé M. le maire à signer les marchés publics de travaux de qualification du centre-ville. Le marché public relatif aux espaces verts avait été attribué pour un montant de 42 100,08 TTC à la société COSAT ou à DOX. Durant la période des travaux, il a été rendu nécessaire d'ajuster la prestation espace vert en supprimant du marché une partie du volet entretien des végétaux qui a été réalisé en régie au lieu d'être réalisé en entreprise. Cette moins-value correspond à un montant de 482,40 € TTC, dont l'incidence financière est le suivante. Le lot numéro 3 est passé de 35 083,40 à 34 681,40. Je vous demande donc d'autoriser M. le maire à signer cet avenant au lot numéro 3 d'espace vert. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, personne. Bon, merci. Merci. Donc on repasse à François pour la fourrière. Oui, attribution de la concession de services, gestion et exploitation d'une fourrière de véhicules à moteur. Par délibération en date du 30 juin 2021, la commune de Revel a approuvé le lancement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence ayant pour l'objet l'attribution du contrat de délégation de service public d'exploitation de la fourrière de véhicules à moteur. La procédure a été lancée le 27 juillet 2021 avec une limite de réception des plis fixée au jeudi 26 août 2021 à 12 h. Une seule offre a été reçue, celle de la société EURL Béton Gilles Citroën, située 1 rue d'Orsières, 80 700 Pulran. La commission de délégation de services publics s'est réunie le vendredi 17 septembre pour agréer cette candidature, ainsi que le mardi 28 septembre pour donner un avis favorable sur l'attribution du contrat à cette société. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'attribuer ce contrat à la société EURL Béton Gilles pour une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois par période de 12 mois, sans que sa durée totale n'excède 5 ans. Au regard du montant estimé de la concession qui s'élève à 60 000 € sur 5 ans, je vous propose d'attribuer le contrat de concession de service public pour la gestion et l'exploitation d'une fourrière de véhicules en moteur à la société URL Béton Gilles. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Donc, de nouveau, Michel. Oui. Donc, je vous parlais d'un avenant numéro 1 au protocole de transfert des compétences eau potable et assainissement collectif. Lors du transfert de cette compétence eau potable et assainissement collectif au SMEA 31, on avait signé 2 protocoles d'accord qui avaient été conclus en définissant les obligations de chaque partie. Il s'agissait en particulier d'avoir un taux de renouvellement de 0,7%, soit 1022 mètres de réseau d'eau potable par an, et d'effectuer un montant total de dépenses d'investissement en assainissement collectif de 210 000 € hors taxes. Le bilan réalisé durant ces deux transferts fait apparaître un montant de travaux à financer par la commune de 216 325 € hors taxes pour l'assainissement collectif et 887 mètres de réseau à réaliser par le SMEA en eau potable. Ces travaux ont été pilotés en fonction des besoins et des urgences dans les 2 domaines et des travaux qui ont été réalisés sur la voirie dans ces cas-là. Donc je vous propose de compenser les obligations en eau potable et assainissement collectif en remettant à zéro les engagements au 1er janvier 2021. Par contre, pour les années suivantes, on maintiendra le linéaire annuel de renouvellement en eau potable à 0,7% et d'acter un linéaire moyen de 2 mètres par branchement au-delà du 11e branchement, compris dans le linéaire total, et de maintenir un montant annuel de travaux de 210 000 € hors taxes pour l'assainissement, et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 1. Et les autres clauses du protocole sont échangées. Vous avez des questions particulières sur ces points-là? En fait, on rééquilibre, on remet à zéro les parties travaux, assainissement et eau potable de façon à repartir sur les bases origines. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. Alain, tu prends le point suivant. Oui, il s'agit de désigner des membres du conseil municipal pour représenter la commune à l'assemblée générale de copropriétaires d'un immeuble situé 9 rue Jean Moulin. Il s'agit en fait d'une régularisation d'une situation de fait. La commune est propriétaire d'un immeuble situé 9 rue Jean Moulin. Cet immeuble est cadastré AB 978 et est mis à la disposition du musée du bois. Cette parcelle est en fait une copropriété de 2 lots. Le lot numéro 1 correspond à un passage en rez-de-chaussée qui appartient à la commune et sert de liaison vers les autres parcelles cadastrées mises à disposition du musée du bois. C'est les AB 445 et 446.
Et le lot numéro 2 est une pièce du logement dont M. Jean-Rémy Dalle est propriétaire au 9 rue Jean Moulin. Afin de gérer cette copropriété, un syndic doit être nommé par l'Assemblée générale des copropriétaires et donc il vous est proposé de nommer 2 membres du conseil municipal, un titulaire et un suppléant pour représenter la commune au syndic de la copropriété. En conséquence, je vous propose de désigner Michel Ferré comme délégué titulaire et François Lucena comme délégué suppléant, d'autoriser le représentant de la ville de Revel à voter en assemblée générale de l'immeuble en copropriété situé 9 rue Jean Moulin et d'autoriser le représentant de la ville de Revel à signer tout document nécessaire en relation avec la gestion de cette copropriété. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. On note que certains votent pour eux-mêmes. Alain Sartori, ce coup-ci, pour nous parler du coût final. Allez, je vous propose d'approuver la dénomination d'une nouvelle voie à coût final, l'impasse de la Serre. La réalisation de nouvelles constructions d'habitation entraîne la création de voies qu'il convient de dénommer. À la suite de la réalisation d'une voie en impasse à coût final au niveau du 25 chemin de la Serre, je vous propose de dénommer celle-ci impasse de la Serre. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Merci à vous. Donc là aussi, ping-pong, de nouveau retour à Alain. Il y en a partout. Hein. Oui, il s'agit d'une délibération que nous avons annuellement de dérogation au repos dominical pour les commerces de détail pour l'année 2022. Depuis la loi du 6 août 2015, la législation sur l'ouverture des commerces de détail le dimanche permet aux maires, sous certaines conditions, d'autoriser des dérogations au repos dominical jusqu'à 12 dimanches par an. Comme l'an passé, nous avons choisi de suivre les recommandations du Conseil départemental du commerce qui s'est réuni le 23 juin dernier et qui a limité à 7 le nombre de dimanches d'ouverture proposés pour l'année 2022. Je vous ai mis les dates, mais je peux les rappeler. Le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le premier dimanche suivant le début des soldes d'été, le premier dimanche suivant la rentrée scolaire de septembre, le 27 novembre, le 4 décembre, le 11 et le 18 décembre. Je vous précise néanmoins que lorsque le nombre de dimanches est supérieur à 5, l'avis conforme de l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire en fait notre intercommunalité, est également requis. La communauté de communes a délibéré favorablement sur ces dates proposées dans sa séance du 21 novembre 2021. En conséquence, je vous propose d'émettre un avis favorable à l'ouverture de ces 7 dimanches selon les propositions figurant ci-dessus, enfin, ce que je vous ai rappelé. Simplement, je vous précise que pour les commerces de détail alimentaires dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés, c'est-à-dire essentiellement les supermarchés, hypermarchés, ce nombre de dimanches travaillés sera réduit d'autant de jours fériés travaillés, à l'exception du 1er mai, dans la limite de 3 par an. Et également, en contrepartie des dimanches travaillés, les salariés bénéficieront de compensations financières et de repos prévus à minima par le Code du travail, qui seront bien entendu rappelés dans l'arrêté municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Si. Qui est pour? Attends, il y a une question. Je croyais que tu Je sais pas si ça fonctionne. Oui, oui, ce qu'on disait, ils sont ouverts tous les dimanches matins, la plupart des supermarchés. Enfin, certains. Alors, les supermarchés d'alimentation sont ouverts le dimanche matin, mais pas le dimanche après-midi. Ah, c'est pour la... Et voilà. Et après, c'est l'ouverture de l'ensemble des... Voilà, il y a 7 on a l'autorisation de faire ouvrir 12 dimanches par an. On a choisi de suivre la recommandation de 7 du conseil départemental. Pour l'ensemble des commerces. Oui, voilà, non, la question c'était plus pour les supermarchés. Les supermarchés, ils ont le droit d'être ouverts le samedi matin. Le dimanche matin, pardon, et le dimanche après-midi s'ils n'ont pas de personnel. Aujourd'hui, on a 2 supermarchés qui sont ouverts le dimanche matin, si je ne fais pas d'erreur. Oui, tout à fait. Voilà. Il y en avait un qui avait ouvert le dimanche après-midi et qui a refermé. Voilà. Et je précise aussi que le conseil départemental du commerce réunit toutes les organisations syndicales, le MEDEF, le CPME et toutes les organisations de salariés. Voilà. Qui est pour? Contre?
Abstention. Merci. Merci beaucoup, Alain. Donc, le point suivant que je prends à la place de Pascal concerne le Centre communal d'action sociale, le CCAS. Vous savez qu'ils occupent des locaux communaux et l'objet, là, est d'avoir une convention de mise à disposition de ces locaux, bien évidemment, puisque ce n'est pas le cas pour le moment, même si c'était acquis, bien évidemment, de proposer cette mise à disposition à titre gratuit, bien évidemment, avec un an reconductible jusqu'en 2026. C'est ça l'objet de la convention. En parallèle à ça, afin de mutualiser des coûts, en particulier d'informatique et de téléphonie, il a été décidé que nous prendrions, nous, communes, en charge la globalité de ces systèmes-là et que nous refacturerions la somme de 1 000 € pour faire face à une petite quote-part de ces éléments-là. Des questions là aussi sur cet élément? Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Point suivant, Martine. Oui, donc il s'agit d'une précision sur une demande d'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée qu'on appelle PDIPR de chemins communaux. L'année dernière, le 17 décembre 2020, notre conseil municipal a pris une délibération de principe au sujet du classement de chemins communaux à ce PDIPR. En fait, il s'agit, en relation avec l'intercommunalité et l'office de tourisme intercommunal, d'étudier la réalisation de boucles de randonnée pédestres et VTT qui concernent 7 circuits VTT et 3 sentiers pédestres au départ de Revel. Les 3 sentiers pédestres sont dénommés le chemin d'Amberdure, le sentier des sommets et la boucle Jefferson. Cette boucle Jefferson remplace l'itinéraire qui était appelé chemin de la Pergue. L'inscription au PDIPR est un préalable à l'homologation auprès des fédérations ou de randonnée pédestre ou de VTT. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de demander l'inscription au PDIPR des chemins communaux que je vous ai cités et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires à cette demande. Voilà, c'est un projet touristique qui va apporter, je pense, des loisirs supplémentaires auprès de la nature, pédestre et VTT, qui est confirmé par la demande d'inscription au PDIPR, en fait, qui permet de lancer le travail du département de la Haute-Garonne pour étudier les dossiers, les empreintes cadastrales, de manière à avoir les conventions de passage et avoir tout labellisé dans quelques mois. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous. On va rentrer maintenant dans la phase rapport d'activité. Et là aussi, je vais essayer d'être un peu plus synthétique puisque vous avez tous les détails dans les rapports d'activité. On va commencer par celui de la communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois, qui est le rapport 2020, qui avait été présenté pour ceux qui sont délégués communautaires lors du événement. Donc c'est exactement le même rapport. Et vous retrouverez des éléments concernant l'ensemble de nos délégations et de nos responsabilités dans la communauté de communes, en particulier le développement économique, vous savez, avec ces 3 pieds qui sont la cellule de développement économique, sur lequel on a reçu 22 demandes d'implantation reçues, 18 étudiées, et qui ont conclu avec 4 ventes en zone de la Pomme sur 2020. Il y en a eu d'autres en 2021. Bien évidemment, l'accompagnement des entreprises a été important, surtout en période de Covid. Et vous vous souvenez qu'on avait voté en conseil communautaire des aides sur le budget de la communauté de communes qui avaient un effet démultiplié avec la région en particulier et la Banque des territoires. Il y a autre élément, la SEM-Forum, mais j'y reviendrai puisque le rapport spécial de la SEM-Forum pour 2020 un peu plus loin dans l'ordre du jour. On a le développement numérique dont on ne parle pas très souvent en termes de participation au niveau de la communauté de communes, avec le développement de la fibre qui se fait plus ou moins bien, plus ou moins correctement et sur lequel on pousse pour essayer d'arriver à ce que l'implantation soit effective d'ici la fin 2022 et sur lequel la communauté de communes paye entre le Tarn et la Haute-Garonne 42 000 €. On a le comité bassin emploi, le CBE, le 12 pour les initiés, qui est quelque chose de très important quand on veut essayer de faire rentrer ensemble les demandes d'emploi et les offres d'emploi.
sur lequel il y a pas mal de choses qui sont faites, et en particulier, le CBE, en 2020, avait traité 305 offres d'emploi de façon positive pour 217 d'entre elles, donc de faciliter la passerelle entre les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi. Bien évidemment, il y a la MSAP, la Maison de services au public, 600 personnes, près de 600 personnes reçues. Pardon. Le développement touristique, donc là, cher à Martine, avec l'aménagement du site Saint-Féréol, mais pas que, les OTI qui sont financés, avec pas mal d'argent là aussi, puisqu'on n'est pas trop loin de 400 000 €, donc je vais me faire reprendre par Martine, parce que c'est pas tout à fait ça, mais pas très loin non plus, si on met à disposition et si on valorise les locaux mis à disposition, n'est-ce pas Martine? Les développements touristiques avec le site d'aérodrome de la Montagne Noire, les fameuses associations qui y sont. Il y a la voirie, qui est une vraie discussion en ce moment au sein de l'intercommunalité sur la compétence voirie. Plusieurs d'entre vous sont à la commission voirie de l'Interco. On est à un mi-chemin entre, puisqu'on a pris que la bande de roulement en termes de compétences, est-ce qu'il faut revenir en arrière ou est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est la question qui sera débattue en conférence des maires la semaine prochaine, et donc on reviendra vers vous en fonction de ce que souhaitent faire les maires, et je dois dire que pour le moment c'est assez partagé entre les maires qui voudraient reprendre cette compétence et ceux qui voudraient aller un coup plus loin. Donc on en est, je dirais, au milieu de la bande de roulement sur ce sujet-là, et on va voir comment on avance. Les marchés publics aussi sont quelque chose d'important, puisqu'on a mutualisé, même si ce n'est pas forcément une compétence en tant que telle de la communauté de communes, on a mutualisé en particulier Ville de Revel et Interco et 16 autres communes membres ces marchés publics pour essayer d'aider les communes qui ne sont pas forcément structurées. L'urbanisme, cher Michel, en 2020, on avait passé 697 actes. Donc vous divisez par le nombre de jours ouvrés, vous voyez le nombre d'actes passés par jour sur l'ensemble de nos communes, avec des révisions de PLU et le gros chantier qui nous occupe, sur lequel on espère déboucher en 2022, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, et avec les discussions, on en avait souvent parlé, un peu dur avec la direction des territoires dans le cadre de zéro artificialisation nette. Vous avez tout ça en tête. Autre élément important de l'Interco, ce sont la petite enfance et l'enfance, avec les 4 crèches qu'on a sur notre territoire intercommunal, 107 places, et avec une participation directe de l'Interco à hauteur de 345 000 € pour financer, mais aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier et trouver le bon équilibre, les assistances maternelles et les relais d'assistance maternelle. Les assistantes maternelles sont importantes pour l'emploi et pour le tissu, donc il faut trouver le bon équilibre entre crèche et assistante maternelle, parce que c'est quelque chose en termes de maillage et animation de très important. Après, on a l'enfance de 3 à 11 ans avec l'accueil de loisirs, le Haut-Lagrange, qui est sous-traité à le Haut-Lagrange et qui fonctionne plutôt pas mal, puisqu'en 2020, le mercredi, on accueillait 80 enfants le matin, 65 l'après-midi en moyenne, et 80 pour les mois d'été. Donc c'est quand même quelque chose de significatif là-dessus. Et tout ça avec des finances à peu près équilibrées, et puisqu'on a globalement, quand on mixe autofinancement et investissement, à hauteur d'à peu près net 1 million d'euros quand on tient compte de la voirie. Et hors ordures ménagères qui gonflent de façon importante le budget, mais qui sont un jeu à somme nulle, puisqu'on encaisse et on reverse au CIPOM, qui occupe quelques soirées de Caroline. Voilà pour quelques éléments. Donc là, il n'y a pas de vote. Je vous demande juste de prendre acte de ce rapport, et je reste bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez, sur tel ou tel sujet de l'intercommunalité, des précisions, des remarques ou d'autres éléments. Autre rapport, c'est celui de délégation du cinéma. Alors 2020 et ce rapport d'activité pour le cinéma est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on était en pleine période de pandémie et c'est difficile de tirer des enseignements sur cette année qui vient de s'écouler.
On a accueilli 12 205 spectateurs en 2020, alors qu'on en avait accueilli plus de 41 000 l'année précédente. Il y a eu 438 séances sur 31 semaines, avec en moyenne 25 spectateurs. Mais les 41 000 étaient atteints à peu près avec les mêmes ratios de spectateurs, et c'est le nombre de séances qui fait qu'on pouvait accueillir autant de spectateurs. Donc, ce qu'on a constaté à la reprise et pendant l'activité, enfin ce qu'ont constaté les gens qui s'en occupent, c'est que la typologie des spectateurs changeait, avec beaucoup moins d'ados et de jeunes. Je pense que l'effet Netflix durant le confinement se paye ou se retrouve à ce moment-là, et une appétence pour des films plutôt grand public jeunesse, enfin jeunesse-enfance. C'est ceux-là qui ont eu le plus grand succès. Donc vous savez qu'on avait un projet, qu'on étudie la possibilité d'une deuxième salle de cinéma. Je pense qu'il est urgent d'attendre sur ce point-là, de voir comment va repartir, dans quel sens va repartir la fréquentation du cinéma. 2021 reste compliqué et on n'a pas encore retrouvé les chiffres qu'on avait en 2019. Alors, en termes financiers, l'exploitation en 2020 a pu être équilibrée grâce aux aides Covid et le résultat est positif, puisqu'il est positif à hauteur à peu près de 14 000 €, mais grâce à des aides de 17 000 € Covid. Donc, comment va être l'exploitation en 2021? Comment ça va repartir? Je pense qu'on en saura un peu plus dans les 6 mois et la prochaine année qui vient. Il y avait une vraie interrogation de comment ça va repartir. Des questions là-dessus? Enfin, j'essaie de répondre en l'absence de Marielle, mais s'il y en a qui ont des questions. Donc, et pour plus de détails, vous avez les scores par film, etc. etc. Il y a beaucoup de détails dans ce rapport qui est plutôt bien fait. Donc là aussi, je vous demande de prendre acte de ces éléments. Dernier rapport, c'est le rapport sur la société d'économie mixte, anonyme d'économie mixte, le forum d'entreprise, qui, je le disais dans le précédent rapport, est un élément important de notre maillage. Si vous avez, et l'activité est plutôt bonne, plutôt soutenue, le rôle de pépinière et d'hôtel entreprise a tourné à fond. On a des taux d'occupation qui étaient le cas en 2020, mais qui le sont toujours en 2021, de près de 85%. Et le 85% n'est pas le taux maxime, et pas loin. Pourquoi? Parce que par définition, il faut que les entreprises puissent tourner, donc il faut qu'on ait des locaux libres pour pouvoir les accueillir et tout. Si j'ai qu'un chiffre à vous donner, enfin je vais vous en donner deux quand même, vous connaissez mon goût pour les chiffres, c'est 260 emplois présents sur notre zone pour les entreprises qui sont passées par la SEM Forum d'entreprise depuis le début de son existence. Donc ça, c'est le premier chiffre. 260 emplois, c'est plus que significatif. Et deuxième chiffre qui me paraît là aussi très important, le taux de survie des entreprises, vous savez que c'est quelque chose d'important, des entreprises naissent, meurent, etc. La moyenne est à peu près en France de l'ordre de 50. Pour les entreprises passées par le forum, on est à 73 au bout de 5 ans. Donc c'est 20 points au-dessus là-dessus. Ça veut dire que l'accompagnement qui est fait, la sélection des projets est efficient et remplit son rôle. Donc outil essentiel qui, je rappelle, ne coûte pas d'argent ni à la commune en termes de fonctionnement, ni à l'Interco, puisqu'on arrive à équilibrer de façon récurrente les budgets de la SEM sans faire appel aux actionnaires indépendamment des sommes mises à l'origine, grâce là aussi à ce que faisait Alain, ou ce qu'a pu faire Alain à la création de cette SEM Forum. Des questions sur ce rapport-là? Donc là aussi, je vous demande de prendre acte, mais outil vraiment essentiel dans le développement éco. Oui. J'ai simplement vu dans le rapport que dans les sociétés qui sont hébergées dans le forum, donc on n'est plus dans la notion de pépinière pour certaines. Dans l'hôtel, oui, tu as pépinière et voilà, hôtel. Dans certaines ne sont plus dans la pépinière, dans le sens où on a des sociétés par action simplifiée qui sont déjà des sociétés avec des
des gros poumons financiers, j'allais dire. Enfin, les gros poumons, il faut rester calme dans les IADSA, mais ça fait 29 emplois pour les sociétés qui sont hébergées en pépinière et en hôtel d'entreprise. Donc certaines sont là depuis un certain temps, mais vont bouger. Je parle en particulier pour Serre France qui est en train de bâtir à l'heure actuelle là-dessus, ou Copraf qui va sur la zone et dont les bâtiments sont quasi finis. Donc oui, la vocation, c'est le critère de taille, c'est vraiment je prends des jeunes, je les pousse, et après il faut toujours trouver le bon équilibre entre je te garde jusqu'à un certain temps et ce qui fait bien tourner là, c'est une entreprise qui, c'est le cas typique qui s'appelle ECS Tarn, qui est une entreprise qui fait des anodes et qui s'est rapatriée de Haute-Savoie et qui a un vrai potentiel là-dessus et qui vient de signer, je pense qu'on a dû le voter en conseil communautaire, le dernier conseil communautaire si je ne m'abuse pas, l'achat d'un terrain ou le protocole pour l'achat d'un terrain en zone. Donc c'est bien ce rôle-là de j'accueille, alors, et deux publics différents, pépinière, pouf pouf, et hôtel d'entreprise relais par rapport à ça. Et l'autre exemple étant la Copraf, qui aurait quitté notre territoire à une certaine époque, parce qu'on a su leur fournir des locaux et des bureaux au moment où ils en avaient besoin, sont restés 2-3 ans en hôtel d'entreprise, pardon, et maintenant on fait construire leurs bâtiments sur la zone et vont déménager sur la zone. Et c'est ça la gestion importante de la zone, ça c'est cet équilibre là-dessus, avec un autre élément dont je n'ai pas parlé, qui est territoire d'industrie, puisque c'est la SEM Forum qui a été désignée par les 6 communautés de communes qui constituent territoire d'industrie, hein, vous l'avez en tête, Castres-Mazamet, Soragout, Terre du Lauragais, un jour oui, un jour non, mais bon, il faudra peut-être leur expliquer que l'industrie peut être importante, y compris pour Terre du Lauragais, ceci est un autre débat, Castelnaudary et Piège-Malepère, qui est Bram. Donc les 6 intercommunalités ont délégué l'animation de cet territoire d'industrie. Et territoire d'industrie est intéressant parce que dans le cadre du plan de relance, dont vous avez tous entendu parler, les fameux 100 milliards, 70% des crédits qui sont utilisés et qui ont été utilisés s'adressent à des entreprises ou à des projets qui ont territoire d'industrie, qui sont basés dans des territoires d'industrie. Donc c'est un vrai appel à projet et là-dessus on essaye de mutualiser tout ça. Vous voulez intervenir Alain là-dessus ou pas? Parce que Alain est le président. Non, simplement vous dire que territoire d'industrie, c'est 136 territoires en France. C'est vrai que nous avons fait un pas en avant avec 220 000 habitants lorsque Terre du Lauragais était encore chez nous. Nous sommes à 175 000. Nous espérons que Terre du Lauragais comprendra que le développement économique est quelque chose d'important et que ça ne peut se faire qu'ensemble pour avoir les dossiers appuyés. Voilà, et c'est ce que je souhaite, que Territoire du Lauragais continue. Ce n'est pas la participation qu'on leur demande de 1 300 ou 1 400 euros par mois qui doit être à la place comment dirais-je, d'une non-participation, alors qu'en fait, c'est peanuts, si je puis dire, pour une activité comme la leur. Donc on espère qu'on va pouvoir continuer dans cette voie et en tous les cas, en faire bénéficier l'ensemble des collectivités qui sont à nos côtés, et particulièrement Castres-Mazamet, sur les filatures et sur tout ce qui concerne le textile, mais aussi Castelnaudary et Bram. Donc je crois que là, on a un lien sur 3 départements, c'est vrai, mais c'est le Lauragais, le grand Lauragais. Merci. Donc, sachant qu'indépendamment de Terre du Lauragais, nous on continue notre bonhomme de chemin et on pousse nos dossiers qui nous aiment nous suivent, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je vous demande de prendre acte de ce rapport et de vous y référer une fois de plus à votre disposition si vous souhaitez davantage d'éléments. Point suivant, ce sont les informations que je vous dois en application des articles L2122-22 et L2122-23
du Code général territorial. Donc, je vous informe qu'on a fixé les tarifs de stages de vacances organisés par l'espace jeune pour les stages du 25 au 29 novembre et du 25 au 29 novembre, un stage Top Chef. Vous voyez le tarif, 10 € pour la pratique et découverte des sports olympiques et 8 € pour un stage Top Chef. Nous avons vendu un fameux scooter à M. Ali Mériche, domicilié à Beaucroissant, contre la somme de 772 €. On avait un magnifique scooter qui pourrissait dans un local et il y avait 1 kg de poussière dessus. Donc, et je dois dire que là, coup de chapeau à Benoît Pinard, qui a monté des enchères inversées et on en voulait en tirer 500 €, on est arrivé à 772. Donc, belle opération pour quelque chose qui ne servait pas. On a porté plainte contre des individus qui ont tagué des injures à caractère racial sur un mur à côté du terrain de football et gymnase situé avenue Julien Noguier. Et on a là aussi pu identifier les personnes. On a déposé une plainte pour des dégradations de terrains de rugby sur la proximité des salles de sport. Là, on nous a scié un des poteaux à la disqueuse. Oui, il faut être équipé. Et puis, c'est un peu dangereux parce qu'il y a quand même des gamins sur ce terrain-là. Et le dimanche matin, il y a des matchs. Vous imaginez si un des poteaux était tombé sur un gamin. Je vous laisse imaginer la suite. On a fait des demandes de subvention auprès de l'ANA pour 75 560 €, du conseil départemental pour 15 000 € et de la Banque des territoires pour 21 304 €, dans le cadre des rénovations logements, dans le cadre de l'OPH-RU, le fameux projet qu'on poursuit. Qu'on a fait une déclaration préalable relative à l'installation temporaire d'une exposition photographique sur le domaine public fluvial des voies navigables de France, situé boulevard Paul Riquet à Saint-Ferréol. En fait, pour pouvoir déménager l'exposition qui était sur les allées Charles de Gaulle plus exactement, on en est à la 3e demande. Ça nous a pris, on en est à 3e mois à peu près, parce que quand c'est pas VNF, on part à l'ABF, quand c'est pas ABF, on passe au DREAL. Tout ça pour poser de façon temporaire des photos sur la digue pour animer un peu la digue. Ça fait les joies. On a signé des baux de sous-location pour une durée d'1 an entre la commune et Madame Émilie Diankov et Monsieur Frédéric Lebrun pour la location de bureaux dans le centre municipal de santé. Le loyer mensuel de chaque occupant est fixé à 450 €. Donc on est plutôt content, c'est-à-dire que notre centre municipal de santé, vous avez en tête rue Isor, commence à prendre, on commence à le remplir et ça contribue à accroître ce qui est une vraie problématique de notre activité de soins et pour essayer de répondre, même si faire venir des spécialistes, quoique on a des bonnes touches pour des cardiologues en particulier, mais toujours des métiers en tension pour les médecins, qui partent à la retraite, pour des dermatos, pour des ophtalmos, pour des gynécologues. Mais bon, on est là aussi une ville parmi tant d'autres à se débattre dans ces difficultés. On a recalé les tarifs de location de la salle Nougaro à la suite du novembre. Vous savez qu'on avait suspendu tous les tarifs pendant la période de Covid et il fallait qu'on remette les tarifs tels qu'on les avait. On les a remis au même niveau que ce qu'ils étaient avant la période de crise. J'ai beaucoup travaillé en fait. Qu'on a déposé un permis de construire, une autorisation de travaux relatifs à la réhabilitation des vestiaires, des tribunes du stade Noguier, ça tombe bien. Et on a déposé une demande de subvention auprès du conseil régional pour 9 500 € pour la réalisation d'une étude de programmation urbaine relative à l'avenue de Castelnaudary. Et là aussi, vous savez qu'on a des projets, c'est de réurbaniser cette avenue. On a commencé les réunions de concertation il y a 2 semaines à peu près. Donc on attend les résultats dans 4-5 mois. On a déposé des demandes de subvention auprès du conseil régional pour 21 498 et à la Banque des territoires pour 35 830 pour la réalisation d'une étude de programmation relative au tour de ville aux allées Charles de Gaulle. Là aussi, comment on arrive à faire bouger un petit peu, faire évoluer notre environnement.
On a signé des avenants et des marchés publics selon la procédure adaptée pour la téléphonie fixe pour un montant maximum de 120 000 €, pour la téléphonie mobile pour un montant maximum, avec Stella Télécom pour le premier, avec SFR pour le second pour un montant de 50 000 €. On a signé une étude de faisabilité pour l'aménagement du tour de ville des allées Charles de Gaulle. Ce qu'on évoquait, c'était la demande de subvention. Et là, on a signé pour 85 992 € avec SCE et les ateliers UP+, de Montpellier. Donc vous voyez que c'est financé à hauteur de 21 000 plus 35 000. Donc vous voyez le net que ça représente. On a signé une mission AMO, aménagement et création équipement sportif, avec Vitam Ingénierie pour le terrain Roger Sudre pour un montant de 30 732. C'est un projet, je pense, qui ne va pas tarder à venir bientôt parce qu'il a bien avancé. On a lancé une étude de programmation pour l'avenue de Castelnaudary avec dessin de ville pour 22 374. Et c'est pour ça qu'on avait demandé une subvention de 9 500 €. Avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension des vestiaires sous la tribune avec l'architecte et le mandataire Camp d'Architecte, c'est ça, je le dis bien, et GT Ingénierie pour 4 872 €. On a attribué des concessions funéraires. Je vous fais grâce de la liste des bénéficiaires de ces éléments-là. En termes d'infos diverses, avant de vous passer la parole, information générale, le calendrier des demandes de subventions aux ASSOC a été publié. Juste en 2 mots, on a informé les associations par courrier, mail et sur le site internet le 22 novembre. On leur demande de nous retourner leur dossier de demande le 24 janvier pour pouvoir passer ça en conseil municipal le 30 mars. D'accord ? Donc, si vous avez des ASSOC autour de vous qui n'ont pas vu passer d'infos, elles peuvent retirer leur dossier. Elles ont jusqu'au 24 janvier pour les déposer. Toujours à titre d'info, les vœux à l'hôpital seront le vendredi 7 janvier l'après-midi. Les vœux à la population, si tout va bien, si les conditions sanitaires, bien évidemment, le permettent, c'est toujours le même chapeau, je ne vous le refais pas, mais là aussi, on sera d'une prudence extrême, seront le 10 janvier à 18h30, salle Claude Nougaro. Les vœux aux aînés, le 13 janvier à 14h à la salle Claude Nougaro. Les vœux aux agents municipaux le 14 janvier en 2 temps, 17h15 pour les agents des services administratifs et techniques et 18h45 pour les agents du service scolaire et de la médiathèque pour qu'ils aient le temps de finir le service avant d'avoir les vœux. Donc bien évidemment, tous ces vœux et tous ces événements ne sortiront que là-dessus. On a remonté un centre éphémère de vaccination pour la dose de rappel le 17 décembre et on a recalé une nouvelle date pour le 6 janvier en collaboration avec le centre de vaccination de Villefranche. Et voilà, je crois que je n'oublie rien. Je pense que Robert voulait intervenir sur un élément, donc je passe la parole à Robert. Je ne sais pas si vous avez un micro, que tout le monde nous attende. Mais après, c'est pour être capté. C'est pour être capté. Je voulais revenir plutôt aborder le sujet du lycée technique où il y a eu un grave incident, ou je dirais même un accident, qui à mon sens aurait pu être évitable. Et j'aurais voulu savoir si d'abord vous êtes en accord avec ce que je dis ou ce que je pense, et surtout est-ce que vous avez moyen d'appuyer une décision qui irait dans le sens d'améliorer, de restaurer déjà ce lycée, et puis surtout de mettre en place ou embaucher un agent de maintenance à temps complet, ou de mettre une société de prestation qui pourrait remplir cette fonction, étant donné que c'est tout à fait normal qu'un élève doit faire de la maintenance sur de telles structures, sur notamment des machines qui ne maîtrisent certainement pas, ou peu. Donc voilà, Alors effectivement, on ne peut, et je pense que tout le monde ici s'associe
pour constater ce drame épouvantable, parce que c'est la vie d'un gamin, d'un gamin, même s'il est un peu grand, mais c'est d'une personne qui a basculé. Et effectivement, on ne peut pas accepter ça, quoi. Enfin, malheureusement, c'est là. Et comme d'habitude, c'est toujours un chaînage d'événements qui ne doivent jamais arriver, mais qui arrivent et qui, mis bout à bout, conduisent à ça. Donc, effectivement, sur le fond, c'est totalement inacceptable là-dessus. Alors après, la difficulté, c'est on n'a pas compétence. Donc, comment peut-on intervenir sur quelque chose sur lequel on n'a pas compétence? Le lycée de l'ameublement fait partie des établissements sur lesquels on essaye de tout mettre en œuvre, et ça depuis des années, et mes prédécesseurs, les premiers, et je crois que je m'inscris dans cette ligne-là, pour promouvoir ce lycée qui est un outil magnifique, qui amène des réussites extraordinaires. Le dernier élément, c'était notre manifestation autour de Tokyo 2020, qui a été un succès fou. Moi, j'ai encore en tête les sourires des gamins et de leurs parents dans cette même salle, le jour du vernissage de l'exposition, où on voyait que du bonheur autour de nous dans une période un peu difficile. Alors, comment remédier à ce défaut qui est un défaut de maintenance? La personne qui est partie il y a 1 an et demi à la retraite n'ayant pas été remplacée. Et là, on est dans le mi-chemin entre les responsabilités de l'éducation nationale, de la région, puisque ce lycée est sous la responsabilité, enfin, et dépend de la région en termes de compétences, et sur lequel, effectivement, il y a des défauts de maintenance, mais dans la conception même de comment doit-on maintenir, qui doit le maintenir, qui doit dériver. Alors, nous, ce qu'on peut faire, et ce qu'on essaye de faire avec monsieur le sénateur et moi-même, c'est de passer tous les coups de fil, de passer tout ce qu'on peut passer. Ça a été le cas l'année dernière avec le DNMed, où on coupait des heures d'atelier en particulier, suite à l'accident. On a nos collègues qui sont, pour professeurs dans ce lycée, donc qui au quotidien nous remontent les éléments et font passer les messages. Annie Vote, qui est notre représentante du conseil municipal au conseil d'administration et qui remonte des éléments, et que je remplacerai personnellement demain, puisque Annie n'était pas là, c'est moi qui irai au conseil d'administration, et encore plus dans ces circonstances-là, mais sachant que je ne peux pas me substituer ni à la région, ni là-dessus. J'ai été encore hier soir à 21h avec la représentante de la région au conseil d'administration, Sophie Adroit, pour appeler les gens par leur nom, je crois que la région a pris acte et mesure des éléments-là, et la position de la région est de dire, nous, notre responsabilité, c'est de donner les moyens financiers pour que ce soit fait. Alors après, on rentre dans le débat. Est-ce que c'est à la région d'aller mandater les entreprises de maintenance, ou est-ce que c'est au lycée lui-même à contracter avec les personnes ou les sociétés capables de maintenir ces matériels d'une dangerosité extrême et sur lequel il faut avancer. Donc je crois qu'on en est là en termes d'action, qu'il y a eu plusieurs réunions entre les professeurs, la région et les gens concernés. Maintenant, il faut avancer, mais de façon concertée, de faire des états de lieux de quelle machine ne va pas, qu'est-ce qu'on met comme maintenance, et trouver des sociétés capables de faire ces maintenances de façon régulière, et surtout la mise en place de suivi qui fasse qu'on soit sûr que la maintenance soit assurée. Nous, mairie, on ne peut pas se substituer, ni en titre ni en droit, pour aller intervenir, pour valider si cette machine est bien entretenue ou n'est pas entretenue, si elle a un contrat de maintenance ou pas de contrat de maintenance, et si elle est conforme au droit du travail, je vais dire. Oui, au droit du travail, appelons-le comme ça. Donc, c'est un petit peu le même point que pour la gendarmerie. On peut pousser, mais on ne pourra pas aplatir l'essai parce que c'est pas chez nous, c'est pas nous qui portons le ballon. Donc, effectivement, et moi, dès le lendemain, j'étais avec le proviseur pour essayer de voir, mais une fois de plus, avec des moyens limités. Mais effectivement, c'est quelque chose de terrible. Et voilà. Et donc,
Notre parti pris, c'est pas forcément de faire la une des journaux sur ces éléments-là ou d'aller manifester avec les élèves. Donc on a facilité la manifestation des élèves, en particulier en sécurisant. Le dispositif gendarmerie, police municipale n'était pas pour contraindre les étudiants qu'on supporte totalement, bien évidemment, mais pour les sécuriser, parce que le parcours était sur les départementales et on ne voulait surtout pas rajouter un suraccident à ce moment-là. Et de jouer, entre guillemets, dans l'ombre de nos pouvoirs, importants pour un sénateur, un peu moins pour un maire, de remonter les éléments sur ce point-là. Mais effectivement, toujours avec nos limites. Avec nos limites. Ça répond bien à la question. Il faut juste espérer que les appuis soient assez suffisants pour que ça puisse bouger. Alors j'en serai un peu plus de même puisque je serai au conseil d'administration, mais j'ai bien peur que en 15 jours, 3 semaines, le temps ne soit pas suffisant, ce qui pose un vrai problème pour les jeunes et leur diplôme en fin d'année, parce qu'on comprend tout à fait leur position et celle des professeurs de ne pas vouloir continuer à travailler si le matériel n'est pas sécurisé. Il n'y a pas de débat. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas un débat qui existe. Mais ce qui veut dire que les cours, à mon avis, ne pourront reprendre que d'ici un certain délai. Et voilà. Mais il n'y a pas de débat et c'est vraiment préjudiciable pour les jeunes qui vont voir leur diplôme avec difficulté, puisqu'il ne leur restera plus que 6 mois pour l'année, si tout va bien, et en espérant que dans le mois qui arrive, on puisse faire les diagnostics à PAV ou peu importe qui. Donc j'ai passé ce message hier à la représentante de la région qui est au fait, puisque la région voulait un cabinet qui aille plus vite que celui qui était proposé initialement pour faire ses inventaires et ses diagnostics, et donc essaye de mettre le poids de la région derrière ça. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, juste en termes d'agenda, vous avez en tête, indépendamment de toutes les festivités qu'il y a là-dessus, la cérémonie d'hommage aux morts pour la France le dimanche à 11h45 dans la cour de la mairie. Donc, je vous invite à venir participer le plus nombreux possible, indépendamment de toutes les festivités. Et en vous encourageant à prendre toutes les mesures barrières dans cette période de 5e vague. Et je vous souhaite, mais je pense qu'on aura l'occasion de se voir d'ici là, de bonnes vacances, puisque c'était notre dernier conseil municipal de l'année. Merci à tous.